Donc, bonjour à tous et à toutes. Bah, moi, je suis ravie d'être là et je tiens vraiment à remercier les organisatrices de cette journée si importante pour vous accompagner et montrer comment on peut accéder aux sciences à l'école primaire. Donc, moi, je suis Julie Battu, je suis chercheuse, je suis embryologiste et modélisatrice. Je fais des mathématiques pour comprendre la formation de l'organe olfactif chez l'embryon de poisson zèbre. Mais aujourd'hui, si on passe à la deuxième diapositive, je suis ici pour vous présenter l'association Femmes et Sciences, dont j'ai la chance d'être membre et d'être administratrice. Donc, c'est une association nationale qui a 500 membres et dont le but est de... Vous m'entendez bien, ça va? Oui, parfait. Ah, vous me dites sinon, hein. OK. Dont le but est de promouvoir les femmes scientifiques auprès des publics, et en particulier des jeunes publics, et aussi de promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes, et en particulier des jeunes filles. Donc, cette année, notre présidente a changé, c'est Françoise Conan. Et c'est donc, comme j'ai dit, une association nationale. On a 500 personnes adhérentes dans 15 régions. Et le but, c'est vraiment d'inciter les jeunes femmes à continuer une carrière scientifique et technique et à les accompagner dans ce sens et à renforcer la position des femmes scientifiques dans ces carrières scientifiques et techniques en les rendant visibles par des rôles modèles. Et vraiment, c'est de promouvoir et valoriser. Donc, si on continue, vous verrez qu'en fait, en région, on a en fait l'autre dia. Si on passe l'autre dia, excuse-moi, Catherine, ça va un peu vite peut-être. Donc voilà. Donc il y a 14, on est à 14 régions. Ce n'est pas forcément des régions telles que vous les connaissez, mais c'est en fonction des adhérentes et des adhérents. Donc on accueille les hommes, hein. Le but, c'est de promouvoir les femmes scientifiques, mais ça ne se fait pas au détriment des hommes, ça se fait avec eux. Et du coup, on a aussi une cellule, une région qui est un peu l'international. Donc là, vous avez en bas notre site web en Occitanie-Ouest. Donc, c'est la région que je coordonne. Si on passe à l'autre diapositive, on voit en fait que dans cette région Occitanie-Ouest, dont je suis originaire, parce que je viens de Toulouse et je suis au centre de biologie intégrative sur l'Université Paul Sabatier. Donc, je suis biologiste de formation. Donc là, vous voyez nos cinq coordinatrices qui sont de métiers différents, qui vont de l'informatique avec professeur des universités, avec Florence Sed, une chimiste, c'est une Merlet, une ingénieure de recherche, Martine Knibière, une biologiste, Michel Codeville et moi-même, Julie Battu. Donc notre but, c'est vraiment de faire des outils pour diffuser la science auprès des jeunes filles et des jeunes enfin des jeunes en particulier des jeunes filles. Donc pour lutter contre les stéréotypes et rendre visibles les métiers scientifiques et techniques. Donc pour ça, en fait, si on passe à l'autre dia, vous voyez qu'on a des outils et des ressources qui sont des outils qui vont vous intéresser à l'école, pour vous, enseignants et enseignantes, qui ont trois objectifs. C'est reconnaître et combattre les stéréotypes, connaître les métiers scientifiques et surtout les rendre visibles pour les métiers qui sont peu et pas connus auprès des jeunes, et en particulier des jeunes filles. Et surtout montrer que les métiers scientifiques sont accessibles et techniques sont accessibles aux jeunes filles avec des rôles modèles. Donc le but, c'est vraiment de partager, d'inclure et de révéler ou de garder cette appétence pour les sciences qu'en fait ont tous les jeunes enfants. Tous les jeunes enfants adorent les sciences, la matière, l'univers, le vivant, tout ce qui est autour de nous. Et il faut qu'on essaie de garder cette appétence au cours de leur cursus d'études. Donc si on continue, je vais vous essayer de vous présenter les ressources qui sont disponibles. Donc ça, c'est sur le site, c'est accessible gratuitement et c'est en ligne. Donc, sur le site de Femmes et Sciences, vous tapez Femmes et Sciences ressources et vous avez tous les documents qui vous permettent soit de vous renseigner sur des femmes scientifiques oubliées, contemporaines ou pas contemporaines, soit d'avoir des expositions à mettre à disposition pour des enfants. Donc, pour vous, vous avez pour vos classes les femmes de sciences sortent de l'ombre, également les filles Mathilda et Mendeleyeva, qui est un jeu où il y a plus de 127 femmes qui sont représentées. Donc voilà, donc ça, vous pouvez, c'est un peu, voilà, merci. Et donc du coup, le but, c'est vraiment de faire des choses qui sont très interactives et qui sont des choses qu'on propose ou des choses qu'on peut co-construire avec vous dans vos classes. Donc là, je vais vous présenter trois actions qui ont été mises en place parce que j'ai la chance de coordonner le groupe vers les scolaires, donc de Femmes et Sciences, qui est pour vous en fait. En majorité, on intervient en collège et en lycée, mais depuis 3 ans, on a une volonté majeure d'intervenir de plus en plus tôt, et donc on intervient dès la grande section. Et j'essaie de venir en petite section, en moyenne section, mais c'est plus compliqué. Donc le primaire, c'est vraiment, depuis 3 ans, on est dedans. Donc, si on continue, on va voir trois exemples qui ont été mis en place. Donc, le premier exemple, c'est une méthode Riri. Donc ça, c'est des ateliers qui sont un petit peu, je dirais, clés en main,
mais qui sont aussi adaptables en fonction de ce que vous voulez faire dans votre classe ou dans votre établissement. Donc, l'objectif, c'est de reconnaître et de réagir face aux stéréotypes. Donc, c'est un atelier qui concerne la classe, l'environnement classe, avec une intervenante ou deux intervenantes. Et en général, ça va être une intervenante qui va être une scientifique. Donc, si en général, j'aime bien mixer différents types de sciences, donc il y aura souvent une astrophysicienne avec une biologiste ou une chimiste, donc pour montrer la diversité des domaines, ou une mathématicienne avec une biologiste, par exemple. Et donc, l'idée, cette méthode Riri, c'est en fait de déconstruire un peu les stéréotypes. Donc, Riri, pour moi, pour ma génération, c'était Riri, Fifi, Loulou, mais c'est les trois petits canards. Et là, Riri, c'est un canard et Fifi, c'est Fifi Ben Acier. Pour montrer qu'en fait, c'est pas forcément le stéréotype, c'est-à-dire le déclic qu'on a, les petites cases qu'on se met et les petites façons de penser. Donc, d'abord, on explique ce qu'est un stéréotype, on les repère autour de nous. Donc, on enquête sur les représentations des élèves. On illustre avec la présence des stéréotypes autour de nous. Et là, on essaie de les ignorer en reconstruisant et en réparant les effets pour pouvoir réagir et du coup impliquer. Et qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les élèves et le corps enseignant pour, euh, pour se battre enfin lutter, j'aime pas trop se battre, mais c'est un peu, des fois, c'est un peu le cas, contre ces stéréotypes. La deuxième méthode, si on passe, Catherine, c'est les égaligestes. Donc les égaligestes, on les a créés cette année. Donc c'est une culture de classe qui peut devenir une culture d'établissement qui permet en fait de réfléchir toujours pendant 1 heure et demie sur en fait qu'est-ce que je pourrais faire pour promouvoir l'égalité à mesure des éco-gestes. Les éco-gestes, c'est je décale, c'est assez bien connu maintenant pour préserver notre planète. Les égaligestes, c'est pour préserver notre capital égalité et pour montrer que la science est accessible aussi aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Pareil, il y a pas de... Si un garçon peut le faire, une fille peut le faire. Si une fille peut le faire, un garçon peut le faire. Donc là, c'est une culture commune de la classe à tous les niveaux. Donc, on découpe des petits pictogrammes et les élèves créent ces pictogrammes pour favoriser l'égalité, soit dans la classe, soit dans les apprentissages, soit par rapport au métier. Et la dernière, et là j'aurai fini, c'est la journée Math Prime, qui est une journée qui est très très ambitieuse. On l'a développée en 2022 et là, on rencontre 196 élèves jeudi. Donc c'est tout un établissement, maternelle et primaire. Et il y a à peu près entre 12 et 15 intervenantes qui viennent donc de métiers différents, scientifiques, qui viennent faire des ateliers pour un peu pratiquer et observer et faire une démarche expérimentale avec des élèves sur leur sujet de recherche. Donc là, c'est des 7 ateliers de 20 minutes qui s'adressent de la grande section au CM2. Et on tourne toute la journée et entre midi et deux, on reste toute la journée, on rencontre l'équipe, les enseignants et enseignantes pour discuter avec eux et avec elles de leur pédagogie et comment on peut les aider, les accompagner pour montrer les métiers scientifiques et techniques. Voilà, donc là, la dernière dia, je crois que c'est juste pour vous montrer voilà, les ateliers qu'il y a. Donc sur le rein avec monsieur et madame Pipi, sur la mouche, on l'étudie. Donc ça, c'est le développement de la drosophile la mouche du vinaigre. Les femmes scientifiques, on fait des algorithmes et on leur montre comment on peut coder. Et on essaie d'impliquer aussi, il y a des représentations exclusivement féminines. Donc cette année, j'ai rajouté un homme. Je trouve que c'est aussi important de montrer qu'il y a aussi des hommes, quand même, et pas beaucoup, parce que l'idée, c'est vraiment de montrer des rôles modèles féminins. Des bactéries qui nous veulent du bien. Donc il y a les égalistes et une vidéo pour, en fonction des élèves, on tourne avec des vidéos. Voilà, donc moi j'ai terminé. Je vous ai mis à la fin, si Catherine passe, il y a deux dias de ressources, donc ça on peut les passer. C'est deux dias pour vous, de petites ressources qui sont disponibles et voilà. Et la dernière dia, c'est pour vous remercier. Tac, encore une. Et ça c'est pour voilà, c'est pour vous remercier et voilà. Et je répondrai à vos questions avec plaisir après. Peut-être pour commencer, pour qu'on ne perde pas de temps, peut-être que je n'ai pas vu, Bastien Castagnerol. Alors moi, j'interviens avec trois casquettes. La première, c'est je suis chercheur en écologie à INRAE, à l'Université de Bordeaux. J'avais passé l'agrégation de SVT il y a, j'ose plus dire combien de temps. Deuxième casquette, je travaille avec quelques collègues ici dans un groupe de travail de la Société française d'écologie et d'évolution, où on essaie justement au niveau de la société de réfléchir à quels sont les liens qu'on peut faire avec l'enseignement, avec l'éducation nationale de manière générale, donc pas spécifiquement primaire. Et troisième casquette, j'ai coordonné un projet de sciences participatives en milieu scolaire depuis quelques années, qui a fait l'objet de formations aussi pour les enseignants, notamment avec la Maison pour la Science en Aquitaine. Et donc, voilà un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, peut-être que ce qui m'avait motivé, juste pour préciser la motivation initiale, j'essaie de meubler, hein, j'espère que je vois, c'est que
Quand on dit écologie, c'est un peu les discussions qu'on a eues à midi, ça ne fait pas forcément écho avec science dans la tête de beaucoup de gens, et bah, plus forte raison aussi dans la tête de certains enseignants, notamment au premier degré. Et donc la motivation, c'était de développer des projets avec le public scolaire pour montrer que l'écologie, bah, ça reste aussi une discipline scientifique et qu'on peut travailler cette discipline scientifique sans avoir un matériel de fou, hein. C'est un petit peu comme ce que présentait Estelle ce matin. Et nous, typiquement, on a développé un projet qui nous permet d'aborder une question de recherche en écologie à partir d'un matériel que l'on peut trouver à Cultura, en l'occurrence, ou n'importe où, peu importe, c'est à partir de pâte à modeler. Donc la question du projet, au début, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce que le climat modifie la capacité, modifie une influence sur la biodiversité et modifie le rôle fonctionnel que joue la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment des écosystèmes forestiers. Ce que l'on a invité les classes à faire, c'est à installer dans des arbres ce que je vais appeler des capteurs de prédation, en l'occurrence des petits boudins en pâte à modeler qui ressemblent vaguement à des chenilles, on va appeler ça des chenilles en pâte à modeler, à les installer dans les arbres et à utiliser ces capteurs pour mesurer l'activité des oiseaux insectivores en termes de régulation des populations d'insectes herbivores. L'idée est très simple, hein. L'oiseau voit un truc qui ressemble à de la chenille, il attaque le truc qui ressemble à de la chenille, il met un coup de bec dedans, il se rend compte que ça goûte pas la chenille, il va voir ailleurs, sauf que bah, au passage, il a laissé une trace de bec. Et donc nous, on est capable de quantifier l'activité des oiseaux en quantifiant le nombre de fausses chenilles qu'on a installées qui présentent des traces de prédation. Donc on a un matériau qui est super simple à utiliser, il y a un caractère qui est ludique, et bah, il s'avère que, a priori, c'est quand même pertinent d'un point de vue scientifique. Donc, on avait tous les ingrédients ici qui étaient réunis pour pouvoir développer ce projet en milieu scolaire. Concrètement, comment on s'y est pris? Alors, je vous passe tous les détails, hein, tous les aspects administratifs et organisation de la recherche. Mais bon, bref, on a eu un petit peu d'argent, ce qui était confortable. On a contacté par différents canaux des écoles au niveau européen. Sur 3 ans, on a travaillé avec une centaine de classes qui s'échelonnaient de la maternelle à l'école d'ingénieur avec un pic au niveau du cycle 3, donc en gros CM2 6e. Et chacune des classes impliquées dans le projet nous a installé 20 chenilles en pâte à modeler dans les arbres, a estimé l'activité des oiseaux sur ces chenilles en pâte à modeler et nous a renvoyé le matériel au laboratoire avec des feuilles de chêne, c'était dans le protocole, de sorte que nous, ensuite, on a pu vérifier les observations et relier le climat au niveau européen avec l'activité des oiseaux et la cascade jusqu'au bout, avec les conséquences que ça peut avoir sur les insectes herbivores et leur impact sur les arbres. En parallèle de ça, on a travaillé avec des collègues en didactique des sciences, notamment Patricia Marzin-Janvier à Rennes et Séverine Perron maintenant en Suisse, qui ont travaillé spécifiquement avec quelques enseignantes, alors ben, en l'occurrence enseignantes en Bretagne, qui ont filmé des séquences d'enseignement, qui ont élaboré les séquences d'enseignement avec elles, qui ont fait des entretiens avec les enseignants et enseignantes, et qui ont aussi fait des entretiens avec les élèves, histoire de, en parallèle de notre recherche en écologie, de comprendre ce que les élèves ont retiré, ça c'est en cours, et surtout pourquoi est-ce que les enseignants participaient au projet. Je reviendrai après sur les conclusions de ce travail. En gros, je voulais juste revenir sur donc, le côté positif et puis là où on a un petit peu merdouillé, ce qu'on a appris. Le côté positif, alors aujourd'hui on parle de l'intervention dans les classes, donc je mets de côté ce qu'on a publié en termes de recherche en écologie. Simplement, les côtés positifs, ce qui ressort des entretiens avec les enseignants et ce qui ressort de ce que nous on a vu quand on a interagi avec les élèves. Donc quand je dis nous, c'est Elena qui était en thèse sur le sujet avec moi, Laura qui a continué une autre thèse sur le sujet, et Yasmine, qui était ingénieure de recherche et qui a travaillé aussi avec nous, qui sont intervenus auprès des classes. Ce qui ressort de manière à peu près systématique, hein, c'est que ils sont contents. Et pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils sortent de la classe. Nous, on les a... Voilà. Euh, Ceci étant dit, le retour de l'enseignant, des enseignants par rapport à ça, c'est que des élèves qui n'étaient pas à leur aise dans un système de classe, ont trouvé une forme d'épanouissement sur cette activité en dehors et que systématiquement, les activités qui ont été faites en groupe, notamment pour la restitution du travail qui a été mené, ont aussi permis à certains élèves qui ne se sentaient pas à l'aise avec la discipline SVT de pouvoir
trouver des voies enfin, de trouver leur place dans le groupe, parce qu'il y avait de la communication à faire, de la restitution de schémas, de dessins, parce qu'il y avait des articles qui ont été faits pour tel ou tel journal de l'établissement scolaire. Enfin voilà, chacun finalement a réussi à trouver sa place autour de cet objet. J'ai aussi en tête le cas d'une classe Ulysse, donc c'est des élèves à profil spéciaux, je ne sais pas comment il faudrait dire, excusez-moi. Voilà. Où là, l'enseignante nous disait, elle était très contente de pouvoir travailler toute l'année sur ce projet parce que justement, ça lui permettait de développer de nombreuses compétences et d'accrocher l'attention des élèves, notamment elle avait des élèves autistes, d'accrocher l'attention des élèves qu'elle n'arrivait pas forcément à faire avec des séquences en classe très conventionnelles. Bon, pour travailler avec les enseignants, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'était de leur apporter des connaissances, déjà en amont. Alors ça, c'était très péremptoire au début, hein, un modèle du déficit, on considérait qu'ils ne savaient pas de choses, donc on a essayé de vulgariser des trucs pour leur apporter des infos. Les entretiens qu'on fait avec eux nous disent que ben, finalement, les trucs qu'on a fait, ils les ont pas lus. En tout cas, ils s'en sont pas beaucoup servis, mais que ben, du coup, ça leur a manqué parce qu'ils ne se sentaient pour beaucoup pas à l'aise avec les concepts que l'on manipulait. Moi, ça me paraissait trivial. Il y a un oiseau, il mange la chenille mange l'arbre, l'oiseau protège l'arbre. Bon, ben écoutez, a priori, c'était pas aussi trivial que ça. Donc là, on a cafouillé. On n'a pas réussi sur la masse des enseignants avec lesquels on a travaillé, on n'a pas réussi à leur apporter suffisamment d'éléments pour qu'ils se sentent dès le début à l'aise avec le projet. L'autre chose qui leur a manqué, j'essaie de retranscrire à peu près ce qu'ils disaient, c'était on a été vachement embêtés parce que quand les élèves nous ont posé des questions, on ne savait pas leur répondre. Typiquement, on ne savait pas à quoi s'attendre quand une chenille était mangée par un oiseau ou pas, à quoi ça ressemble. Donc là, nous, on a adapté le projet, on a adapté le protocole pour leur donner des éléments par rapport à ça. Mais cette dimension, c'est un projet de recherche et on n'est pas en train de refaire une expérience historique pour montrer un résultat que l'on connaît à l'avance. Mais ça, ils étaient hyper mal à l'aise avec la démarche. Et au final, ce qu'il en ressort, c'est que les enseignants, plus collège-lycée, étaient plus à l'aise que les enseignants du primaire, du fait de cette formation initiale disciplinaire, et que les enseignants qui avaient le plus d'expérience et qui étaient le plus à l'aise avec les programmes étaient le plus à l'aise avec le projet parce qu'ils arrivaient plus facilement que les autres à se dire, ben voilà, je travaille ça, mais en travaillant ça, je travaille telle ou telle compétence, et ils arrivaient à décloisonner un petit peu les choses. On a eu finalement peu d'interventions directement auprès des élèves. Alors, on l'a fait de manière ponctuelle autour de Bordeaux. On n'a pas forcément été plus sollicité que ça non plus pour le faire. Moi, j'avais une certaine appréhension par rapport à ça. Finalement, on n'a pas été sursollicité, loin de là. On a proposé pour les enseignants qui étaient à distance 2 temps de webinaire, juste en amont de la phase expérimentale du projet. Un premier qui était à destination des enseignants pour répondre à leurs questions. En 3 ans, sur les 100 classes qui ont participé, on a eu 4 participants à ces webinaires. Donc peut-être que c'était pas bien organisé, en tout cas peut-être que c'était pas un besoin, je ne sais pas. Le fait est là. On a organisé un deuxième à destination des élèves, cette fois-ci. Enfin, on a 2 autres à destination des élèves. Un pour les élèves de primaire, un pour les élèves de lycée. On a eu un petit peu plus de participation. Et là, l'idée, c'était d'inviter les élèves à poser toutes les questions qu'ils avaient préparées avec les enseignants autour du projet. Les côtés un petit peu négatifs maintenant. Donc, on n'a pas réussi, je vais finir vite, on n'a pas réussi à accrocher la motivation et l'intérêt des enseignants autant qu'on aurait imaginé le faire. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autocensure vis-à-vis des enseignants, notamment parce que de leurs propos, hein, ils n'étaient pas à l'aise avec le contenu strictement disciplinaire du projet. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y avait comme autre aspect négatif? Ah oui, ben, le temps. Certains qui nous ont dit, ben, moi, j'ai pas le temps, dans le temps de ma classe, de pouvoir investir plus de 1 ou 2 séquences autour du protocole. Et je dis bien du protocole, parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup ont utilisé le protocole comme étant une séquence d'enseignement, et on se rend compte qu'il n'y a pas eu forcément de construction de savoir autour de ça, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé. Et je m'étais noté un dernier aspect négatif, mais ça ne vient pas, donc on va conclure sur une note positive. Moi, ce que j'en retiens, c'est que
Bon, d'un point de vue de recherche, il y a plein d'intérêts, c'était super sympa, je suis content de l'avoir fait, il n'y a pas de problème. Vis-à-vis des enseignants et des élèves, la difficulté, c'était sur la légitimité que l'enseignant ressentait pour interagir avec un public chercheur. On n'avait pas l'impression d'être inatteignable, loin s'en faut, mais en fait, on a eu très peu d'interaction avec eux parce qu'il y avait une autocensure pour interagir avec nous. Donc, je pense qu'il y a, rétrospectivement, je me dis qu'on a aussi, en tant que chercheur, institut de recherche de manière générale, besoin d'expliciter quel est notre processus de recherche. Et là, je finis juste en réaction à ce qui s'est dit ce matin. Moi, je vois vraiment les choses de deux manières. Il y a la science d'un côté et les connaissances scientifiques que l'on peut apporter, mais en tant que chercheur dans un institut de recherche, je ne suis pas enseignant-chercheur, je considère aussi qu'on a une mission importante à montrer à ce public enseignant ce que c'est que la recherche, ce que c'est que la démarche de recherche. Et là, je pense qu'il y a un gouffre assez immense devant nous et que c'est peut-être un créneau sur lequel on peut se positionner sans marcher sur les pieds des centres d'information et de culture scientifique, etc., etc. 10 minutes, tu m'avais dit. Oui. On est à peu près, je ne sais pas, mais je m'arrête là. Merci. Très bien. Bonjour à tout le monde. Dans un premier temps, j'avais expliqué que je me sens un petit peu mal à l'aise parce que je devais simplement accompagner la responsable du projet S'Aventurier, en Janssou, qui n'est pas là. Et moi, j'étais là tout simplement en tant qu'exemple de mentor dans l'initiative donc S'Aventurier. Donc, je peux tout simplement vous raconter mon expérience, mais je ne serai pas capable de vous raconter tout ce que fait S'Aventurier, qui est une initiative très, très large. Tout simplement, pour dire ce que c'est S'Aventurier de ce que je connais, c'est une initiative qui essaye d'initier les enfants depuis en fait la maternelle jusqu'au lycée aux enjeux et à la démarche de la recherche scientifique. Ça repose sur l'existence de mentors, c'est ça l'essence du jeu. Et effectivement, S'Aventurier, qui est une initiative nationale sur plein de domaines qui vont depuis les sciences de la vie à la physique, mathématiques, chimie, etc. Donc, s'articule autour un duo d'un enseignant dans une école et d'un scientifique, enseignant-chercheur, chercheur, etc., qui veut participer de façon volontaire dans cette initiative. C'est comme ça que je suis venu, moi, à participer là-dedans, pour lancer des projets de discussion, de recherche, etc., dans les classes. Personnellement, je ne suis intervenu que dans des projets au niveau de CM1, CM2. J'étais ravi d'ailleurs que ça se passe comme ça. C'est une démarche qui dépend plutôt d'un vivier de propositions, c'est-à-dire que chaque année, il y aura des enseignants qui viennent à S'Aventurier pour dire je voudrais que ma classe aborde ce sujet-là. Et en fonction des mentors disponibles, ben, on combine, on fait l'appariement menteur et enseignant pour voir la possibilité de lancer cette initiative. Donc, j'ai pas dit ce que je fais moi, excusez-moi. Donc, moi, je suis nouveau ici à Sorbonne Université. Je pense que c'est pour ça qu'aussi j'avais été invité, parce que je suis arrivé à Sorbonne il y a un an pour prendre la direction de l'Institut de biologie Paris-Seine. Mais j'étais avant, justement, à Toulouse, là où il y a Julie, et j'ai fait la plupart des projets depuis Toulouse. Donc, donc, je suis un chercheur en neurosciences cognitives. Je m'intéresse à tout ce qui soit apprentissage, mémoire, cerveau, système nerveux, etc. Et concrètement, la recherche que je la fais sur un modèle animal particulier qui attire beaucoup les enfants, c'est les abeilles. Parce qu'effectivement, donc, depuis de nombreuses années, on sait que les abeilles ont des capacités d'apprentissage et de mémorisation absolument fabuleuses et que les mécanismes biologiques qui s'engagent à ce moment-là ressemblent beaucoup aux nôtres. Donc, et de ce fait, donc, ce que je fais attire quelque part, je vais dire comme ça, les enfants. Et il y a eu plusieurs projets S'Aventurier qui ont été faits autour des abeilles. Et donc, c'est des projets qui ont été très différents. Par exemple, il y avait une école qui voulait savoir qu'est-ce que c'est les castes au sein de la société des abeilles, comment s'organise une société d'abeilles en fonction de ces castes, que fait chacune de ces castes. D'autres projets sur les abeilles qui apprennent, qu'est-ce qu'elles apprennent, mémorisent. D'autres projets sur la construction des cadres de cire, les hexagones, etc. Enfin, un autre projet sur, oui, que doit avoir une colonie d'abeilles pour survivre.
Donc, quelles ressources, comment gérer l'environnement pour qu'elles puissent survivre, etc., etc. Donc, voilà à peu près ce que j'ai fait. La façon d'organiser ces projets a été différente selon le cas. Dans tous les cas, c'était des écoles qui étaient très, très loin de Toulouse où j'étais à ce moment-là. Certaines d'elles dans la région parisienne. Et donc, on a pu échanger avec l'enseignant tout simplement dans un premier temps par visioconférence, documents, discussions, etc. Pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. J'ai eu aussi la possibilité d'échanger avec les enfants dans une classe par visioconférence, vu la distance. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non, ça, il faut le faire autrement. Et dans la toute dernière initiative, je suis venu de Toulouse à Paris, en région de Creil, je me souviens, voir la classe et ça a tout changé. Bon, c'était déjà super d'échanger avec les enfants et de voir leurs questions par visio et discuter comme ça, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de venir passer une matinée ou plus avec eux, avec l'enseignant. Et je me suis dit qu'à partir de maintenant, je ne ferai que ça. Parce que c'était tellement riche en termes non seulement des questions, etc., mais, mais du point de vue, comment dire, de la récompense qu'on obtient soi-même en participant avec ça. Parce qu'il y a non seulement la curiosité des enfants, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est aussi de l'affection des enfants. Ça n'a aucun prix. Voilà, et il y avait même ce dernier projet, l'enseignant avait fait venir une ruche dans l'école, une ruche d'observation, donc protégée, etc., pour qu'il n'y ait pas d'accident, mais où les enfants pouvaient voir à travers des parois en verre l'intérieur de la colonie, et donc ils ont énormément appris. Donc voilà, donc ça c'est mon expérience, et donc je continue à participer régulièrement là-dedans. Et bon, ben, c'est un peu ce que je peux vous raconter. C'est dommage que Ange ne soit pas là pour vous donner une vision nationale de tout ce que fait cette initiative, parce que maintenant je sais aussi, mais ils ont lancé des science camps, donc dans des universités, pendant une semaine ou deux, etc., pour faire venir des enfants et les faire interagir avec les scientifiques. Mais je n'ai pas participé là-dedans, donc je ne saurais pas vous dire comment ça marche. Mais vous pouvez regarder la page web des Saventuriers. Il y a plein de documents qu'ils ont mis, des comptes rendus de toutes ces initiatives qui sont disponibles pour les enseignants, des projets, etc., des listes de mentors, etc. Donc, c'est très riche comme page web pour ce type d'initiative. Voilà. Merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Édouard Kierlich, je suis professeur de physique à Sorbonne Université. Et moi aussi, je dois parler des actions de la Fondation La Main à la Pâte. Et comme vous, je ne les connais pas toutes. Je suis ici au laboratoire physique théorique de la matière condensée et je dirige la Maison pour la science Paris-Île-de-France. Alors, la MAP, la Fondation La Main à la Pâte, je pense qu'elle est bien connue. Juste quelques mots pour rappeler un petit peu le cadre. Elle va fêter ses 30 ans, me semble-t-il, cette année, hein, en 2025. Elle a été fondée donc, par Thierry Charpak et Léna, notamment. Et pour caricaturer, on va dire, leur action principale, c'est le développement professionnel des professeurs des écoles et des professeurs de collège, au sens large, vraiment pour tenter d'améliorer l'enseignement des sciences dans ces classes-là. Donc peut-être, contrairement aux autres actions qui ont été citées jusqu'à présent, notre première cible, me semble-t-il, à la MAP, ce sont les professeurs eux-mêmes. Et par leur intermédiaire, ensuite, bien évidemment, on espère toucher les élèves. Donc parmi tout ce que propose la MAP, il y a d'abord beaucoup de ressources qui ont été développées au fur et à mesure des années, des livres, et aujourd'hui, beaucoup de tutoriels ou de documents que vous trouverez sur le site de la MAP, y compris, par exemple, des tutoriels destinés aux professeurs, disons, prêts à être déployés, hein, un tutoriel d'1 heure dans lequel le professeur des écoles aura tout ce qu'il faut pour donner telle ou telle séquence scientifique en classe. Et puis, elle anime aussi beaucoup de réseaux, dont le réseau des maisons pour la science. Alors, les réseaux principaux, c'est le réseau des centres pilotes. Les centres pilotes, c'est des centres de ressources, de matériel notamment, pour les écoles primaires.
Donc, il y en a un petit peu dans toute la France. Et là, les professeurs des écoles peuvent trouver sur place justement le matériel que l'on évoquait tout à l'heure, hein, souvent du matériel élémentaire, mais qui peuvent avoir regroupé sur le même site et qu'ils peuvent emprunter pour mener des séquences de sciences avec leur classe. Alors, par exemple, à Paris, c'est dans le quartier de la Goutte d'Or, hein, à l'école KV, que se situe le centre pilote de la MAP. Autre réseau qu'anime la MAP, les collèges pilotes. Alors là, c'est plutôt un label qui est attribué à des établissements scolaires qui acceptent de mener des projets de sciences au sein de leur établissement. Donc, si possible, interdisciplinaires, si possible, qui permettent une espèce une continuité entre les différents niveaux. Et dans ce cadre-là, la Fondation, elle, s'engage à les accompagner. Les accompagner, ben, c'est comme un petit peu dans les aventuriers, leur proposer d'être accompagnés par un scientifique hein, qui va faire lui aussi le rôle de mentor, hein, en intervenant souvent en début de projet et au moment de la restitution du projet avec les classes. Donc ça, c'est typiquement le genre d'action qui peut être fait. Et dernier réseau, les fondations, le réseau des maisons pour la science, qui est un réseau un petit peu plus récent, hein, qui a une dizaine d'années maintenant. Donc là, on va peut-être repartir au début, non? Parce que ça a défilé, oui, parce que mon discours est totalement découplé des diapositives. Donc là, il s'agit d'un réseau qui est un réseau national, donc première diapo. Et donc là, on a récapitulé un petit peu ce dont on s'occupait. Ben, essentiellement, c'est de la formation continue en sciences pour les professeurs des écoles et les professeurs des collèges. Et disons, pas notre singularité, je n'aime pas ça, mais c'est vrai qu'on est très attentif à faire participer des scientifiques à nos formations. Ils sont vraiment la clé de voûte de notre dispositif. Hein. Donc, c'est rappelé ici, c'est des formations qui sont construites à la fois par des formateurs de la Maison pour la Science ou des INSPE ou des formateurs académiques et des scientifiques. Et en revanche, on s'intègre, nous, totalement dans le dispositif de l'éducation nationale, hein, c'est-à-dire qu'on soumet nos projets aux écoles académiques de formation continue, qui sont ensuite validées, on suit tout le process habituel de l'éducation nationale, ce qui n'est pas sans poser certaines difficultés. Alors concrètement, donc c'est un partenariat, donc la Fondation à la main à la pâte, une université porteuse, ici c'est Sorbonne Université, et la Fondation. Et en fait, le bâtiment est tout près, il est juste derrière sur le campus. Il est éminemment reconnaissable, il a la forme d'un tipi, et les mathématiciens ont reconnu un hyperboloïde de révolution, qui est quand même un sujet assez fascinant. Donc, autre diapositive, le réseau est national, en gros pas tout à fait, hein, comme vous le voyez, hein, il y a plein d'académies qui n'ont pas de maison pour la science, mais aujourd'hui, il y en a 12 actuellement, très prochainement une supplémentaire à La Rochelle. Voilà, et en gros, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'on bénéficie de l'expérience de tous pour échanger hein, sur les formations que l'on propose et essayer de les améliorer, avoir de nouvelles idées. On se voit assez régulièrement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, la clé, elle est ici. Des formations bâties sur 3 principes. Oui. D'abord, une pratique active de la part de nos stagiaires, c'est-à-dire qu'il y a un moment, toujours, dans nos formations, en général au début, où on les met, entre guillemets, en situation, c'est-à-dire on leur fait vivre une expérience de science, enfin, on leur demande de répondre à une question de science, et donc d'ensemble d'élaborer une démarche scientifique pour répondre à notre question. Voilà, ça, c'est pratiquement dans toutes nos formations que l'on propose ça. Ensuite, il y a un éclairage scientifique. Donc, l'éclairage scientifique, il peut avoir plusieurs aspects. Quand ça se passe très, très bien, évidemment, le scientifique est là depuis le début. Il a pu voir comment les professeurs réagissaient à la mise en situation et il va rebondir sur leur réaction pour moduler son discours et leur présenter donc
la mini-conférence scientifique sur le sujet qui nous a réunis dans la formation. Et enfin, il y a toujours un moment une séquence de transposition didactique, c'est-à-dire sur la thématique de la formation, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire en classe. Donc, ça peut être par l'intermédiaire de partage de ressources, notamment. Voilà. Donc, nos partenaires ne sont absolument pas limités à Sorbonne Université, hein. Donc, on travaille aussi avec l'Observatoire de Paris, avec la MNHN, enfin, tous les grands établissements scientifiques français pour nous de Paris ou d'Île-de-France, y compris des entreprises, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter d'autre dans ce... Donc là, vous voyez un petit peu la liste des formations, ça couvre à peu près tous les sujets de sciences. Un point par rapport à ce qui a été dit, on travaille beaucoup aussi sur l'aspect démarche scientifique. Donc souvent, on invite les intervenants chercheurs et chercheuses vraiment de parler de la science telle qu'elle se fait réellement dans les laboratoires ou dans les entreprises. Voilà, c'est comment ils font de la science aujourd'hui. Ça, on y est attaché. Et par ailleurs, oui, on ne se place pas vraiment, comment dire, bien sûr, on va apporter du contenu, mais ce n'est pas notre objectif principal. L'idée, c'est vraiment plutôt de travailler la démarche scientifique à un niveau adulte, mais en gardant une entrée disciplinaire. Ça veut dire, par rapport à des entrées peut-être plus généralistes sur l'esprit critique, la démarche scientifique, voilà, entre guillemets, point, on part d'un vrai sujet. Enfin, d'un vrai sujet. Par exemple, je vais prendre chimie et art, voilà. Donc, qui se fait ici au laboratoire de l'âme, c'est-à-dire le laboratoire d'art, voilà, d'archéologie moléculaire. Donc, on va avoir une vraie situation et on va faire de la science à partir de cette vraie situation réelle, concrète. Et c'est là où on va en mettre en œuvre la démarche scientifique, mais dans un sujet bien défini. Voilà, ça nous semble aussi important de rester sur une entrée scientifique de nos formations. Voilà. Et je crois que je vais en avoir fini. Est-ce que... Bon, ça, c'est des exemples pour vous montrer que tout se passe bien. Les professeurs sont enchantés de venir nous voir. Là aussi, parce qu'ils sortent de leur établissement, il faut bien dire la vérité. Hein, je pense que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont très contents de sortir de leurs établissements scolaires et de venir sur un site universitaire, que ce soit ici ou sur le terrain. Donc, tous nos partenaires scientifiques de ces dernières années, et peut-être je vais montrer l'offre de formation de l'année. Alors ça, il faut basculer sur la plaquette. Donc là, c'est les missions complémentaires. On en a un petit peu parlé ce matin. Il y a le centre pilote de Paris, hein, avec lequel on travaille, l'accompagnement du réseau francilien des collèges La Main à la Pâte, hein, et le prêt de matériel qui est possible à travers les mallettes qu'on appelle mérites. C'est des mallettes dans lesquelles vous pouvez traiter, vous avez tout ce qu'il faut pour traiter un sujet. Et par exemple, la mallette que j'adore, c'est Lutri Sauvage. Donc, vous avez tout de quoi faire des instruments de musique avec des objets les plus incongrus possibles. Alors, la plaquette. La plaquette, juste pour vous montrer la diversité. Donc, on est quand même très lié aux sciences expérimentales, hein, pas uniquement. Et notamment parce que, comme vous l'avez compris, les sciences ne sont pas la priorité du ministère, malgré les efforts sensibles et notables dont on nous a fait part ce matin. Vous pouvez regarder la lettre de rentrée du ministre de l'Éducation nationale, hein, c'est bien simple. Les sciences ne sont pas mentionnées depuis des années et des années. Ça reste des fondamentaux qui sont compris au sens assez strict, hein, maths, français. Et de lors qu'on leur dit, mais non, c'est pas vrai. Pour faire des sciences, on a besoin aussi de travailler ses compétences langagières. Ou pour faire des sciences expérimentales, quand même, les maths, c'est pas mal. Et puis, on peut d'ailleurs se demander, est-ce que étudier les volumes et surfaces, voilà, est-ce que ça relève uniquement des mathématiques, alors que leur réalisation concrète parle sans doute beaucoup plus aux physiciens. En tout cas, voilà, c'est un des débats qu'on pourrait avoir. Et l'offre de formation a un coup d'œil, sauf que le coup d'œil, je ne l'ai pas parce que malgré ma correction de lunettes, c'est difficile pour moi de lire. Mais vous voyez, par exemple, pour le premier degré, je vois art rupestre et chimie des couleurs, donc là qui est même maternelle, hein, une formation pour les professeurs de maternelle. Après, quels matériaux pour une maison éco-citoyenne? Mathématiques et sciences de la nature en dialogue. Donc là, justement, c'est pour montrer que dans une continuité, on peut faire des mathématiques et répondre à des questions qui relèvent peut-être
des sciences de la nature. Paysage géométrique, je crois qu'il y a Christo, Pavage, Christo évolue, même chose. Hein. L'oral et l'écrit au service d'un enseignement explicite des sciences, sciences et musique à l'unisson, etc. Je vous laisse découvrir ça. On vous donnera les documents qui vont avec. Voilà, merci de votre attention. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, je me présente en 2 mots, je m'appelle Philippe Thébault, je suis enseignant-chercheur à l'Observatoire de Paris, chercheur en astrophysique. Je vais vous parler aujourd'hui d'une activité qu'on appelle les parrainages de classe qu'on fait, mais je précise, j'ai aussi 2, 3 autres petites casquettes qui sont un peu pertinentes pour ce dont on parle aujourd'hui. C'est moi qui organise la fête de la science aussi à l'Observatoire. On a essentiellement un public de CM1, CM2. J'ai un poste un peu spécial, je fais ma charge d'enseignement au Palais de la Découverte. Je fais le planétarium du Palais de la Découverte, où là, on a 30% d'élèves de primaire en semaine. Et je fais aussi partie d'une tête qui s'appelle les petits cueilleurs d'étoiles. On va voir des enfants, en général, c'est aussi cette catégorie d'âge-là, qui sont hospitalisés à Trousseau ou à Necker. Mais là, je vais vous parler donc des parrainages. Alors, les parrainages, qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis un peu plus de 20 ans. En gros, c'est un partenariat entre un chercheur de l'Observatoire et un enseignant. On en fait un peu plus d'une centaine par an. Alors, on en fait à peu près 140 avant le Covid. On n'a pas retrouvé nos chiffres pré-Covid. Alors, c'est pas seulement pour les écoles, mais les écoles représentent en gros un peu plus de la moitié des parrainages qu'on fait. Alors, je vais pas vous montrer, là j'ai mis, ouais, c'est un petit peu, je me vante un peu, mais c'est 80% quand même des gens des écoles en Île-de-France, mais aussi des écoles en province et même à l'étranger, hein, les AEFE. C'est totalement gratuit pour les enseignants. On peut passer à la... Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il aurait de transparent? Mais c'est pas grave. Concrètement, ça peut prendre plusieurs formes. On peut, comme on l'a vu ce matin, il y a plusieurs types d'enseignants de primaire. Il y a ceux qui ont fait des sciences, qui ont en général un projet très clair. Ah oui, ce qui est important, c'est que la démarche doit venir de l'enseignant. C'est pas nous qui allons démarcher les enseignants, c'est eux qui s'inscrivent, qui vont nous chercher. Et alors, il y a des enseignants qui ont des projets tout faits, c'est magnifique. Et dans ce cas-là, le chercheur vient accompagner, vient faire peut-être une présentation, parler de son métier. Vous avez aussi des enseignants, en général, ceux qui n'ont pas fait des études de sciences, ils hésitent un peu. Alors, ils ont des titres de projets très vagues, la Lune, les planètes. Mais là, on est là pour les aider, pour construire le projet avec eux. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, il y en a même qui n'arrivent pas à franchir ce pas-là. Donc, on a fait aussi maintenant ce qu'on appelle des parrainages clés en main. C'est-à-dire des docs qui sont online, où on suggère des projets qui peuvent se faire sur une année, plus ou moins durs. Et il y en a beaucoup, de plus en plus d'enseignants qui choisissent ces projets. Et en général, le couronnement du parrainage, c'est on accueille les classes à l'Observatoire, on leur fait une visite de l'Observatoire de Meudon, c'est sur le site de Meudon, à Paris. On leur fait visiter la Grande Coupole, les observations du Soleil, etc. Alors, on est assez gros, hein, c'est la manière française de faire les choses. On met tout au même endroit à Paris et à nous tout seuls, on est un tiers de l'astronomie française, donc on est nombreux. Donc, il y a un vivier de 500 chercheurs, doctorants et d'ingénieurs. Alors, les parrainages, c'est pas seulement, au départ, c'était que les chercheurs, mais de plus en plus, on a maintenant des ingénieurs ou même et de plus en plus de doctorants aussi qui participent. Là. Alors, on fournit beaucoup de supports matériels et online. Alors, on a par exemple des petits jeux online, des choses à imprimer. On peut construire soi-même son cadran solaire. On a aussi plein d'explications thématiques. On a des petits jeux aussi qu'on peut faire online et qu'on peut imprimer. Alors, on s'est aperçu que pour motiver nos collègues, le meilleur moyen, c'était de les motiver avec une carotte. Et donc, l'activité est reconnue comme une activité d'enseignement par l'Observatoire. Et chaque parrainage est validé avec 5 heures d'équivalent TD. Et même plus, on valide aussi les heures qu'on passe dans les classes, et les visites de l'Observatoire sont aussi validées en équivalent TD. Et ça marche aussi pour les enseignants-chercheurs et pour le corps des astronomes. Et ça marche aussi pour les doctorants qui font du monitorat. C'est validé en nombre d'heures d'enseignement. On peut passer à la suite. Alors, les enseignants, bon, ça je vais passer, ça a été dit beaucoup mieux que moi dans plein d'autres choses. Donc concrètement, l'enseignant doit faire la démarche d'aller online, s'inscrire, c'est un formulaire très simple sur le site des parrainages. On est à la disposition pour définir le parrainage, soit par téléphone, soit par mail, soit même on peut rencontrer les enseignants au préalable. Ils doivent préciser toutes les coordonnées et ensuite, eh bien, c'est du matchmaking. Je suis désolé de
ce horrible terme anglais, mais on essaye de voir si, on fait un appel auprès des parrains, voilà, il y a une nouvelle demande de parrainage qui serait intéressée, il y a une liste publique qui est disponible pour les parrains, et si ça convient, on met en relation le parrain et l'enseignant. Alors, pour les parrains, du côté des parrains, bah, toutes les semaines, j'envoie la liste des parrainages non attribués. Actuellement, il y en a une vingtaine qui ne sont pas encore attribués, on en a 80 qui sont dans les clous. Et puis, bah, on envoie des mails réguliers à la liste des moniteurs, à la liste des anciens parrains de l'Observatoire, à la liste de tous les enseignants-chercheurs. Et la liste des parrainages disponibles est consultable même par le grand public. Hein. C'est complètement ouvert sur le site de l'UFE, l'unité de formation et d'enseignement de l'Observatoire. Et voilà. Donc, un parrainage type, c'est une fois qu'on a mis en relation le chercheur et l'enseignant, une rencontre téléphonique, une rencontre physique pour parler du projet. Ensuite, il y a une ou plusieurs visites en classe et à la fin, une visite de l'Observatoire. Et alors, quelques exemples voilà, de parrainage d'école primaire, de thèmes, ça on peut passer peut-être. Et puis, beaucoup de ressources et peut-être le transparent suivant. Par exemple, on a l'exemple de projets. Alors, un projet phare, bah, c'est justement pour se familiariser avec les saisons, hein, c'est d'aller dans les cours des écoles et de mesurer la longueur de l'ombre et la hauteur donc, du soleil dans la cour de récréation au fur et à mesure de l'année, de voir que bah, les saisons, c'est un peu lié à ça, c'est même complètement lié à ça. La hauteur du soleil, la durée du jour, on peut passer, voilà. Un grand succès aussi, c'est de construire soi-même son système solaire à l'échelle. On peut faire une fresque du système solaire aussi, avec l'échelle des distances. Alors ça, c'est notre best-seller, c'est nos manettes pédagogiques, hein, c'est un peu comme ce qui vient d'être dit. C'est des manettes clés en main qu'on trimballe, qui sont très lourdes. Et donc, on a une manette système solaire, où, hop, ça pop, et on a toutes les maquettes, toutes les planètes à l'échelle. On a des petits cubes qui représentent la densité de chaque planète. Donc, on vient toujours ça avec un verre d'eau, on met un cube de Saturne, il flotte dans l'eau, ça fait toujours aux enfants. Saturne flotte dans votre baignoire. On a Mallette l'univers dans une boîte, ça c'est plein de jeux, et la mallette la plus populaire, la mallette des météorites, où les enfants peuvent toucher différents types de météorites. Je suis déjà trop long, ou il faut que je m'arrête? Non, c'est bon, ben on continue alors. Et alors là, c'est un petit peu plus sophistiqué, ça on l'a fait 2 fois, donc le sondage topographique de Vénus sur la surface, et je pense que... Alors ça aussi c'est très populaire, la manip s'appelle cratère et chocolat. Donc, on met du Nesquik, 5 cm de Nesquik, on met de la farine et puis on fait tomber des billes, des calots à différentes hauteurs, de différentes tailles pour voir la forme des cratères, la profondeur des cratères. On en a une similaire que je présenterai là, qui s'appelle couscous astéroïde. C'est pour montrer le fameux effet noix du Brésil, hein, où vous avez, ou l'effet muesli, hein, quand vous secouez, vous avez toujours les... Je me demandais pourquoi les gros trucs du muesli sont en haut et les petits en bas. Ben, c'est le même phénomène qu'on a sur beaucoup d'astéroïdes. Beaucoup d'astéroïdes, vous avez des gros cubes, enfin des gros cailloux, des gros rochers à la surface, et plus vous avez profondeur, plus c'est fin. Ben, c'est vraiment l'effet, c'est l'effet noix du Brésil. Hein, on secoue, les petites choses tombent. Et puis, cerise sur le gâteau, dans certains établissements, on fait aussi des observations nocturnes. Et là, on a soit ils ont le matériel, ils ont des établissements, des petits clubs d'astronomie, même des écoles primaires, soit nous, on a du matériel. Alors là, on a des petits télescopes, des petites lunettes astronomiques, et on fait des observations. Bah, là, c'est en dehors des heures du cours. Voilà. Oui, je crois que j'ai plus ou moins fini. J'ai fini, voilà.